Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission Les Visiteurs du Soir version 2022. Jusqu'à 23h, on parle actu avec un grand invité. Mais avant de vous le présenter, ce grand invité, c'est le grand retour des débatteurs. Bonsoir Nadia Geertz. Bonsoir Jim. Vous êtes essayiste à vos côtés, bonsoir Robert Warteneuil. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président de la FGTB, je suis très content de vous revoir tous les deux. Et bonsoir Éric Murail. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir, merci à vous d'être ici présent. Vous êtes biologiste et immunologiste à l'ULB. Emmanuel Descours vous présente au grand public, ça donne ceci, Éric Murail en 60 secondes chrono. Éric Murail, vous êtes biologiste et immunologiste, ce qui fait de vous un visage connu des experts belges sur la pandémie de coronavirus. Votre parcours scientifique commence à l'ULB, vous y réalisez votre licence en biologie moléculaire. Rapidement, c'est plus précisément l'immunologie des maladies infectieuses qui vous passionne et vous tenez à transmettre votre savoir. Vous écrivez des articles pour des revues scientifiques pour toucher au-delà des experts, dites-vous. En 2004, vous devenez chercheur au Fonds national de la recherche scientifique et depuis 2015, vous y êtes maître de recherche. Votre grand objet de recherche à vous, c'est la brucellose, une maladie infectieuse transmise par les animaux à l'humain, ce qu'on appelle une zoonose, comme un certain coronavirus, à la différence que la brucellose ne se transmet pas entre humains. Mais c'est bien votre expertise en maladies infectieuses qui vous vaut d'être régulièrement sollicité sur les actualités récurrentes de la crise sanitaire actuelle. À ce propos, Éric Murail, ce sont désormais Omicron et l'inconnu Deltacron qui affolent les experts. Comment vous appréhendez-vous les prochaines semaines et futures mutations du virus ? Bienvenue officiellement dans les Visiteurs du Soir, premier invité de 2022 pour les Visiteurs du Soir. Peut-être répondre directement à Emmanuel Descours, ce variant Omicron qu'on connaît de mieux en mieux, ce variant Deltacron qui est une combinaison finalement des deux virus. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Comment est-ce que vous prévoyez, on va le dire, ces prochaines semaines? Pour Deltacron, donc qui serait en théorie un mélange, une recombinaison entre deux virus, le virus Omicron et le précédent variant, le Delta, on n'a encore absolument aucune certitude même sur son existence. Donc très vite, après la communication de 25 cas qui auraient été infectés par ce nouveau variant... À Chypre, c'est ça. À Chypre, on a directement eu une contestation par certains scientifiques qui ont suspecté une erreur de laboratoire, une erreur de séquençage. Donc pour le moment, on n'a encore absolument aucune certitude concernant même l'existence du variant. Donc on ne peut absolument rien dire concernant son risque, ni même ses éventuelles propriétés. On reste prudent, mais on va y venir sur justement la multiplicité de variants, avec des variants censés être de plus en plus contagieux, mais en tout cas de moins en moins létals. Dans ce cas-ci, l'idée d'une combinaison de virus entre le Delta qui était plus dangereux et puis le variant Omicron qui est lui plus contagieux, c'est une vraie possibilité à l'avenir ? Oui, tout à fait. Donc, ce qui était déjà bien connu avec le premier SARS-CoV qui avait été étudié en laboratoire, c'est que ce type de virus peut faire assez facilement des recombinaisons. C'est tout à fait quelque chose auquel on peut penser et qui se passe quand vous avez un même individu qui est infecté par deux variants différents et au sein d'une même cellule, vous avez les deux variants qui sont présents. Donc, c'est une possibilité qui existe et qu'on ne peut pas négliger. On vient de démarrer cette année 2022, Éric Murail, bonne année à tous. D'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de se croiser en début d'année. Comment vous la voyez, cette année 2022, comme l'année peut-être de la sortie de crise? Alors, moi, je voyais déjà une sortie de crise cet hiver. Omicron a vraiment rabattu les cartes à ce niveau-là. On a eu également la perte d'efficacité des vaccins, qui peut s'expliquer, mais qui honnêtement n'était pas attendu avec cette ampleur-là. Pas à ce point-là, c'est ça. Pas à ce point-là. Tout vaccin perd de son efficacité au cours du temps, mais on ne pensait pas que le protocole de vaccination utilisé et l'apparition des variants entraîneraient une chute d'efficacité aussi drastique en 6 mois. Donc, oui, on peut espérer. Il y a de bonnes chances, effectivement, étant donné que on est de plus en plus exposé à des variants, notamment avec Omicron, du fait qu'on a une couverture vaccinale de plus en plus importante aussi. Toute une série d'ingrédients, je dirais, sont réunis pour qu'on aille progressivement vers une sortie de crise. Maintenant, comme Omicron l'a montré, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises avec ce virus. Et comment, si on veut un petit peu se projeter dans l'avenir avec une petite pointe d'optimisme malgré tout, comment est-ce qu'on pourra en sortir? Quels sont les scénarios finalement? Comme dans ce cas-ci, d'avoir un variant plus contagieux mais moins létal, d'avoir un traitement miracle ou un vaccin 2.0, comme l'a annoncé d'ailleurs Pfizer, qui pourrait s'adapter justement à ce variant Omicron dans les prochains mois? Je ne pense pas qu'il y ait une solution magique, c'est une combinaison. Donc on peut effectivement jouer sur l'immunité naturelle qui, quoi qu'on fasse, va se développer progressivement. Il y a la vaccination qui peut renforcer cette immunité. Je
pense c'est important de dire qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est des moyens complémentaires finalement pour lutter. Voilà, on a la chance ici d'avoir un agent pathogène qui induit une immunité naturelle. Certains agents pathogènes ne le font pas. Le HIV, vous n'aurez pas d'immunité au HIV par exemple, pour prendre un exemple simple. Ici, on sait qu'on a une immunité plusieurs années après l'infection. Ça avait bien été documenté pour le SARS-CoV-1 jusqu'à 8-10 ans après. Donc cette immunité-là, plus l'immunité vaccinale, plus sans doute des mesures structurelles, notamment la filtration de l'air dans les on en parle depuis 2 ans, c'est pas encore réellement implémenté. Ça, c'est du structurel qui jouerait pour tous les types d'épidémies par aérosol. C'est important à faire. Le suivi également, le dépistage, on n'a jamais fait autant de dépistage au niveau des virus, au niveau autant de séquençage, mais ça paye, ça permet d'anticiper quand même un minimum. Ici pour Omicron, on l'a détecté très vite, donc on a quand même pu prendre une série de mesures et anticiper le problème. Donc ça joue aussi, savoir à quoi on va avoir à faire face. Et puis cette recherche aussi globalisée avec des chiffres qui nous viennent d'Afrique du Sud, encore du Royaume-Uni, ce qui est encore plus intéressant pour nous au vu de la proximité, on va dire, de la population. Et alors, comme vous l'avez dit, tout ce qui est traitement, donc on a les anticorps monoclonaux qui vont bientôt pouvoir être utilisés. On a des antiviraux qui deviennent de plus en plus efficaces. Et donc, avec tout cet arsenal-là, progressivement, on devrait pouvoir, je dirais, banaliser ce type d'infection. Ouais, on reviendra aussi sur la différence entre l'immunité vaccinale et l'immunité naturelle aussi. Avant de me tourner vers Nadia Gers et vers Robert Warteneuil, certains ont émis l'idée que ce variant Omicron serait peut-être le dernier des méchants variants, qu'on pourrait en avoir d'autres, mais qu'il serait de moins en moins dangereux. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une croyance quelque part qui a été beaucoup démontée. Ici, je parle de manière générale, pas du SARS-CoV-2 en particulier. Il n'y a pas véritablement de pression de sélection pour aller vers des variants moins dangereux. La pression de sélection va vers des agents de plus en plus contagieux. Ça on le sait. Ça, on le sait, c'est un grand classique. Mais certains agents infectieux peuvent n'avoir des conséquences néfastes que bien après qu'ils se soient multipliés et qu'ils aient infecté. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas forcément de sélection pour une moins grande dangerosité. Ici, dans le cas d'Omicron, on a toute une série d'évidences, d'abord en Afrique du Sud, puis surtout en Angleterre, où les populations sont plus proches des nôtres, montrant que ce variant-là est effectivement moins dangereux. Mais ça ne veut pas dire que le suivant le sera aussi de moins en moins. Non, non, je pense pas. Ça, c'est la grande erreur que font certains analystes aussi. Nadia Gers, vous avez été très patiente, on vous écoute. Ah oui, non, ça va, mais moi j'avais une question pour élargir un peu le spectre, en fait, parce que j'ai l'impression que cette crise sanitaire, ça fait maintenant près de 2 ans qu'on est dedans, et ça nous est tombé dessus, j'ai envie de dire un petit peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, quoi. Bon voilà, moi, à 50 ans passés, c'est la première fois que je vivais une pandémie. Et donc, ma question, c'est, au fond, est-ce que c'est un one-shot ? Est-ce qu'une fois qu'on se sera débarrassé du Covid, sous toutes ses formes, sous tous ses variants, on pourra se dire, ben voilà, c'est terminé au moins pour 50 nouvelles années. Si on s'en débarrasse, parce qu'a priori, le zéro Covid soyons optimistes, vous avez dit ça. C'est vrai, vous avez parlé d'optimisme, donc voilà, restons optimistes. Ou bien est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait à l'avenir d'autres pandémies ? Bon, je ne vais pas jouer à Roger le Poulpe et essayer de prédire des choses, mais dans les faits, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la fréquence de nouveaux agents infectieux. Ça, c'est documenté. Et ça s'explique comment ? Par toute une série de raisons. En fait, nous ne vivons plus dans le même monde qu'il y a une centaine d'années. Donc on est beaucoup plus nombreux. On a également un envahissement des écosystèmes naturels qui est beaucoup plus important. Ça nous met en contact avec toute une série de nouveaux virus avec lesquels on avait très peu d'interactions. On a également un monde qui est beaucoup plus interconnecté, c'est-à-dire qu'il y a 50, 100 ans, quand vous aviez une petite épidémie locale dans un village, elle restait dans le village. Aujourd'hui, il y a une forte propension à disséminer et à globaliser. Et donc, on est souvent maintenant confronté à des épidémies qui viennent de l'autre côté de la planète. Donc, un exemple frappant, c'est, vous prenez le SARS-CoV-1 par exemple, c'est un cas d'école. En 24 heures, il est passé de Tokyo au Canada par des touristes. Jamais auparavant, un agent pathogène n'a fait le tour de la planète en 24 heures. Et donc, on est dans un nouveau monde en termes d'interconnexion qui amène à plus de possibilités de dissémination, et donc ça accroît les menaces. Et sur la prévention des pandémies, est-ce que les différents gouvernements sont sensibles à ça ? Est-ce qu'ils se disent eux aussi qu'il pourrait y en avoir d'autres ? Est-ce qu'on s'y prépare ? En théorie, oui. Au niveau des agences de santé publique nationales et internationales, c'est une préoccupation majeure.
Suite à la pandémie de H1N1, il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises pour surveiller l'émergence de ces virus-là. Le problème, c'est que ça n'a pas été généralisé à toute une série d'autres virus. Donc si on prend le SARS-CoV-1, il y avait eu toute une série de recherches qui avaient montré, notamment en 2012, je pense, 2013, qu'on avait en nature des virus, des coronavirus, qui étaient à quelques mutations d'être capables d'infecter l'humain. Ça avait été démontré. Donc, on savait que ça pouvait arriver. Après, il n'y a eu aucune mesure particulière de prévention, à ma connaissance, qui ont été faites, et tout le monde a considéré ça comme une surprise d'être confronté au SARS-CoV-2, alors qu'on avait eu le SARS-CoV-1, qu'on avait eu le MERS-CoV. C'était une suite qui était assez logique. Robert ? Est-ce que je dis une bêtise en faisant un parallèle, en disant on connaît toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui en matière d'environnement et les dérèglements climatiques, et on a souvent tendance à dire, quand on voit les catastrophes climatiques, la nature est en train de se venger à l'égard de l'être humain qui l'a malmené pendant des tas d'années et qui n'est pas très attentif. Il faut bien se dire que la prise de conscience est quand même encore assez lente sur ces questions-là. Et est-ce que quelque part, l'arrivée potentielle de nouveaux virus, et qui en plus, c'est un peu aussi le retour de la mondialisation, je veux dire aussi, le virus est mondialisé aussi. Est-ce qu'on n'a pas aussi, finalement là, l'arrivée de ces virus qui risquent de se démultiplier avec des pandémies qui risquent de s'additionner les unes aux autres? Est-ce que c'est idiot de penser que c'est aussi une forme de revanche de la nature? Je dirais que, parce qu'on sait bien qu'il y a les questions liées, les questions d'environnement ont une influence sur le développement de la pandémie, la manière dont nous vivons, l'ultra-isolation de nos maisons. On parle maintenant de la ventilation. Pourquoi est-ce qu'on doit beaucoup ventiler? Parce que nos maisons ne sont plus ventilées, ce qu'elles étaient auparavant, parce qu'on a inventé qu'il fallait ultra-isoler, des doubles châssis, des doubles vitraux, toutes sortes de ventilation, d'isolation, qui fait que l'air ne circule plus. Est-ce qu'on une vengeance de la nature, cette théorie-là, est-ce que ça a un sens? En tant que biologiste, on a une sainte horreur d'aller donner une intentionnalité à la nature. Donc ça, non. Par contre, la démonstration que la santé humaine est interconnectée à la santé animale et à l'état des écosystèmes, ça, c'est vraiment le paradigme dominant, le cadre conceptuel de toutes les agences de santé publique, et ça ne fait, je dirais, plus débat en biologie. Donc le fait que les épidémies proviennent, je dirais, des activités humaines, ou en tout cas soient amplifiées et plus rapidement disséminées grâce aux activités humaines, ça, c'est clairement démontré. Et par exemple, un point qui est intéressant à mentionner, c'est que si on prend le changement climatique, ce ne sont pas des choses séparées, c'est interconnecté. Oui. Donc le changement climatique va avoir un impact sur les épidémies, et pas forcément sur l'apparition de nouvelles épidémies. On peut par exemple prendre simplement le cas des insectes vecteurs qui sont dans le sud et qui permettent la dissémination de toute une série de virus et parasites. Ces insectes vecteurs sont en train de monter vers le nord avec le changement climatique, et donc dans les prochaines années, on sera confronté à des agents pathogènes qui ne sont pas nouveaux au niveau mondial, mais qui sont présents dans le Sud et auxquels nous ne sommes pas confrontés. C'est ça, qu'on n'est pas habitué finalement à voir, à découvrir ici. Par rapport justement à l'origine de ce virus, je vous avais reçu il y a plus d'1 an, à l'époque justement de l'enquête de l'OMS en Chine. On parlait donc d'un virus transmis de l'animal à l'homme. Ensuite, il y a eu des rumeurs disant qu'il y avait avec le laboratoire P4 en Chine que ça aurait pu être l'œuvre de l'homme. Que sait-on aujourd'hui sur l'origine du virus ? Donc on ne peut toujours pas formellement exclure une hypothèse ou l'autre. Tout reste ouvert. Maintenant, le consensus, je pense, chez les biologistes, les écologistes, c'est de privilégier l'apparition naturelle de ce virus, donc sans manipulation de laboratoire. Alors, ce qui est nouveau en termes d'information, on en a quand même un petit peu. Donc, tout ce qu'on connaissait comme très proche parent du SARS-CoV-2, c'était un virus qui avait été isolé, je crois, en 2012. Chez la chauve-souris, le rat G13. C'était le plus proche parent. Et donc on avait un gap d'une dizaine d'années en fait entre ce virus et le SARS-CoV-2, ce qui alimentait toute une série de théories conspirationnistes disant qu'en fait il y avait eu manipulation du virus. Ce qui est nouveau à l'heure actuelle, c'est que pendant l'année 2021, on a trouvé en Thaïlande notamment, au Cambodge et au Laos, je pense, des virus très proches, avec le même niveau, je dirais, de proximité que le rat G13 qui avait été découvert. Et donc, quelque part, ces virus-là sont présents maintenant dans ces pays, et donc ça bouche un petit peu le trou. Ça démontre qu'il existe des virus très proches du SARS-CoV-2 qui sont maintenant en nature.
Et donc, ça rend beaucoup plus plausible, en fait, le passage naturel de ces virus des chauves-souris ou d'un animal intermédiaire à l'humain. Mais on n'exclut pas totalement l'idée d'une fuite de laboratoire, notamment du côté de Wuhan avec le laboratoire P4. On ne peut rien exclure à ce niveau-là. On a parlé du variant Omicron. Si pour le moment la vaccination n'empêche pas directement la transmission, elle la réduit, mais c'est encore très difficile à quantifier. Quel est votre regard sur le débat autour de la vaccination obligatoire et aussi du Covid Safety Kit? Est-ce que ça a du sens? De débattre, ça a toujours du sens. Maintenant, le Covid Safety Kit ou je dirais le ticket de vaccination, oui, le pass vaccinal, le pass vaccinal, c'est une obligation vaccinale dans les faits. Simplement, je dirais, c'est une première étape vers ça, en laissant une possibilité aux gens d'encore faire des choix, mais effectivement en pesant sur ces choix par toute une série de manières. En tant qu'immunologiste, moi je suis obligé d'acter le fait que la démonstration de l'efficacité des vaccins pour préserver les individus, pour réduire la dissémination du virus, elle est bien établie. Donc vacciner le maximum de gens, c'est clairement une solution. Maintenant, il ne faut pas non plus en attendre des merveilles. Maintenant, on a toute une série d'éléments montrant que ce n'est pas non plus la balle magique, ce n'est pas la solution qui va tout résoudre avec ce virus. Et on en revient à tout début de discussion, quand vous parliez de moyens complémentaires, notamment pour lutter face à ce fameux Covid qui est encore là en 2022. Nadia Guiertz. Mais justement, à propos de cette histoire de vaccination obligatoire, j'ai lu dernièrement que des médecins avaient été suspendus pour avoir déconseillé la vaccination à leurs patients. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'un médecin peut toujours, en fonction de l'état du patient, déconseiller la vaccination. Ça, c'est pas un problème. Je dirais, il y a des gens. C'était pas dans ce contexte-là. Je crois que c'était vraiment déconseillé de manière généralisée. Je ne veux pas attaquer n'importe quel médecin qui déconseillerait la vaccination sur base de raisons scientifiques. Maintenant, effectivement, on a, mais ça ne se limite pas aux médecins, on a quand même de plus en plus d'académiques qui se lancent dans des espèces de combats politiques et qui dérivent vers une position anti-vax. Ma question, c'était plutôt qu'est-ce que vous pensez du fait que ces médecins soient suspendus? Est-ce que vous estimez que ça fait partie de la liberté de chaque médecin de se positionner en son âme et conscience sur la question de la vaccination et de transmettre ce qu'il pense du sujet à ses patients? Ce qu'il pense. Oui, ce qu'il croit. Ou est-ce que vous estimez qu'à un moment donné, des organes comme l'Ordre des médecins, par exemple, ont le droit, voire le devoir de dire à tel médecin, voilà, avec ce que vous dites à vos patients, vous n'avez plus le droit d'être médecin parce que vous n'exercez plus votre métier de la manière qu'on est en droit d'attendre de votre part? Je pense que c'est assez normal que pour une profession qui est censée être basée sur la science, il y ait une certaine forme de police pour s'assurer que ce qui est recommandé par le médecin est bien en accord avec les consensus scientifiques. Maintenant, il y a eu une évolution de la pratique médicale, si j'essaie de la résumer brièvement, jusqu'aux années 80, l'expertise du médecin était très importante dans le jugement. À partir des années 80-90, surtout dans les pays anglo-saxons, on a eu l'apparition de ce qu'on appelle la médecine basée sur les évidences, où on a des statisticiens, des biologistes et autres qui sont arrivés dans le débat et qui ont fort pesé pour qu'on transforme la pratique médicale et qu'elle soit fort basée en fait sur des consensus qui sont construits par des études cliniques et autres. Et plus sur une autorité comme ça voilà. Le cas avant. Et donc maintenant on parle par exemple de pyramide des évidences en médecine, et dans cette pyramide des évidences, ce qui est le moins important, c'est l'avis de l'expert, donc l'avis du médecin. Et ce qui est le plus important au sommet de la pyramide, ce sont les études randomisées en double aveugle. Plus les études sont grandes, plus elles sont intéressantes. Ce sont les méta-analyses qui en fait font la synthèse des différentes études disponibles. Donc on a shifté d'une médecine où l'avis du praticien était très très important, son ressenti, son expérience, à une médecine qui est plus basée sur l'alignement au niveau des évidences scientifiques. Un débat qui touche directement celui de la vaccination obligatoire, c'est la vaccination des enfants. Là-dessus, est-ce que le bénéfice de risque il est positif selon vous? Donc ce qui est bien établi, c'est qu'en fonction, le plus de dégâts causés par le virus dépend évidemment de l'âge, donc la vaccination est évidemment beaucoup plus intéressante pour les plus âgés. Alors il y a eu énormément d'études sur le sujet, jusqu'à il y a peu de temps, c'était, je dirais, très mitigé, même chez les pédiatres qui s'intéressaient au sujet. Maintenant, on a un recul plus important. Il y a déjà 8 millions de personnes, d'enfants entre 5 et 11 ans qui ont été vaccinés aux États-Unis, par exemple. Donc si on se base sur ces chiffres-là, on sait qu'en termes d'effets secondaires néfastes du vaccin, ils sont extrêmement rares. Donc je pense que, si je ne dis pas de bêtises, sur 8 millions d'enfants vaccinés, il y a eu 2 morts, mais qui n'étaient pas vraisemblablement liés au vaccin. Il y a eu une série d'effets secondaires, dont des myocardites, mais qui étaient
relativement bénigne. Donc il n'y a absolument rien qui est ressorti d'inquiétant de cette phase-là sur quand même une population très importante, 8 millions d'individus bien suivis. Au niveau des bénéfices, ils sont effectivement beaucoup plus faibles que pour les adultes, mais il faut souligner qu'il y a des formes graves de Covid aussi chez les enfants, que le virus circule. C'est très rare, hein, disons-le quand même, c'est très rare. C'est très rare, mais il y en a. Il y en a. Et le bénéfice est quand même pertinent, je dirais, avec la vaccination. Mais donc c'est vraiment pour les protéger. Il n'y a pas l'idée non plus de réduire la transmission du virus, en tout cas de réduire la... Voilà, Pierre Smerster savait bien résumer ça. Pour lui, il y avait 3 bénéfices. Il y avait le bénéfice individuel pour l'enfant, le protéger, même si c'est rare. Donc il faut rappeler que la sensibilité à l'infection peut aussi venir de problèmes génétiques, des déficiences au niveau du système immunitaire. Il y a des enfants qui ont ces déficiences-là. Ils ne le savent pas parfois aussi, d'ailleurs. Ils ne le savent pas, la plupart des gens ne le savent pas. Il y a le bénéfice individuel, il y a le bénéfice collectif pour la dissémination du virus. On sait que maintenant il circule beaucoup chez les enfants et donc il touche beaucoup les parents. Et alors il y a le bénéfice aussi général pour l'enfant en termes de contrôle de ses activités, le fait de pouvoir interagir plus librement, d'être moins bloqué au niveau de ses activités scolaires ou de ses loisirs. Et on verra si le nouveau vaccin, lui, n'aura pas un impact direct sur la transmission, ce qui aurait donc beaucoup plus de sens dans la tête des gens aussi pour rendre la vaccination obligatoire, en tout cas la rendre aussi, peut-être pas obligatoire, mais en tout cas conseillée pour les enfants. Non, mais en tout cas, il n'est absolument pas question de la rendre obligatoire pour les enfants. Bien sûr. Le bénéfice n'est absolument pas suffisant pour qu'on puisse envisager ça. Et entre l'immunité naturelle, l'immunité vaccinale, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on est mieux protégé avec le vaccin que si on a chopé le Covid pendant les fêtes, par exemple? Alors, le point, en fait, c'est vraiment de ne pas opposer les deux. Dans le sens où on sait que l'immunité naturelle peut protéger. Ce qui est important, c'est de bien se rendre compte que cette immunité est très variable en fonction des individus parce qu'on a des infections très différentes. Au niveau de la charge virale, alors, chez l'individu? À la différence de la vaccination, où chaque personne va recevoir la même quantité d'ARN et va être vaccinée, protégée de manière plus ou moins équivalente, même s'il y a une variation liées au système immunitaire. Chez les gens qui sont infectés de manière naturelle, ils sont infectés avec des charges très différentes. Donc on sait qu'on a une très grande hétérogénéité, par exemple au niveau des anticorps neutralisants, chez des gens qui sont asymptomatiques, chez des gens qui ont fait des petits symptômes ou qui ont fait un Covid sévère. Donc ce qui a été observé, c'est que le groupe qu'on appelle les super-humains, c'est-à-dire ceux qui sont le mieux protégés contre le Covid, sont les gens qui ont été à la fois infectés et vaccinés. Donc il ne faut pas opposer les deux. Je pense que la vaccination est efficace pour des gens qui sont complètement naïfs vis-à-vis du virus, mais elle est aussi efficace pour des gens qui ont été infectés. C'est pour ça que la combinaison entre justement la vaccination et puis les Omicron qui a touché, qui a fait un nombre de cas records, notamment en France, c'est intéressant d'avoir justement la combinaison des deux. Une toute dernière chose avec vous, il nous reste quelques secondes, sur la sortie du président français, Emmanuel Macron, qui a donné une interview aux Parisiens et qui a dit ceci, on va emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Quel regard vous portez sur ce genre de sortie, alors qu'on sait que souvent ce qui se passe en France arrive quelques semaines ou quelques jours plus tard chez nous? Vraiment, ça relève pas de la santé publique, mais de la manœuvre politicienne. Donc, on rappelle que l'élection présidentielle, c'est pour avril. C'est la communication d'un président qui est en campagne et qui sait qu'il a 70% dans le pays qui a été vacciné, donc ils ne seront pas contre le fait de stigmatiser les non-vaccinés. Il sait que la plupart des non-vaccinés, en fait, sont pas vaccinés parce qu'ils sont contre lui-même, ils sont contre la politique de Macron, et donc quelque part, il veut simplement faire en sorte que les opposants à sa politique défendent les antivax, ce qui pourrait les pénaliser dans la course à la présidentielle. D'un point de vue plus personnel, comment vous l'avez vécu, cette sortie ? En termes de santé publique, c'est une catastrophe, parce qu'on politise des mesures sanitaires, et ça, on sait très bien aux États-Unis à quoi ce genre de choses mène. Trump a politisé le port du masque, ça a amené à des désastres dans les États qui rejetaient le port du masque ou les mesures de confinement basiques. Et ça décrédibilise aussi l'entièreté de l'action, notamment gouvernementale. Éric Muraille, vous restez avec nous jusqu'à 23h, évidemment, pour continuer à parler de l'actualité. Avant de s'intéresser à notre grand dossier du jour et ces discussions entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine, les questions cachent sur table. On démarre avec Robert Vartenoy, mais ça sera juste après une page publicité. À tout de suite. Avant de parler du cas de l'Ukraine avec ces discussions entre les États-Unis et la Russie, place aux questions cachées sur table. Les questions les yeux dans les yeux. On démarre avec vous, Robert Vartenoy, vous avez la main. Oui, alors on va rester sur le même sujet et on va sans doute revisiter quelques éléments évoqués, mais j'ai cru voir dans une interview ou un bout d'interview que vous aviez déclaré il y a à peu près un an, ou peut-être même un peu plus qu'un an, que envisager la vaccination obligatoire, c'était quelque part une question de choix de société. Je voudrais comprendre, si c'est exact ce que j'ai vu,
qu'est-ce que vous voulez dire par donner une obligation vaccinale, ce serait faire un choix de société. En quoi vous voyez que ça influe? Parce que pour moi, un choix de société, c'est un choix qui fait qu'on choisit d'aller dans un sens ou dans un autre comme type de société. Tout à fait. Donc, à l'époque où j'avais écrit cette carte blanche, en fait, on se perdait, à mon sens, beaucoup dans les débats juridiques ou techniques, immunologiques, sur l'intérêt de l'obligation vaccinale. Est-ce que c'est faisable juridiquement? Est-ce que ça a une base scientifique? Et ainsi de suite. Avec plusieurs collègues, ce que je voulais essayer de souligner, c'est que c'était avant tout un choix de société, au sens, par exemple, des sociétés qui sont plus individualistes ou plus collectivistes. Donc, dans le cas de la crise du Covid, ce qui a été observé, c'est que les pays qui avaient une culture plus collectiviste avaient l'air de mieux s'en sortir, de mieux accepter les sacrifices individuels en termes de confinement, en termes de vaccination, de tests et autres, que les sociétés qui étaient plus individualistes. Donc, comme dans le cadre de la vaccination, il y a deux gains. Il y a le gain individuel pour l'individu et il y a un gain pour la société. Simplement, ça coûte moins cher, évidemment, quand quelqu'un ne va pas à l'hôpital. Il y a les pertes individuelles. Donc, il y a tout un aspect, en fait, qui est collectif lié à la vaccination en termes de gains. Et on voulait souligner que c'était aussi ça, le débat. Et surtout le mettre dans une perspective notamment de changement climatique qui va amener en fait les États à devoir prendre des décisions qui risquent d'être liberticides et difficiles à supporter pour certaines populations. Et de dire ici, on est face à un bon exemple, on a un choix qui ne doit pas être uniquement technique, qui doit aussi être un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Il faut prendre le temps d'y réfléchir et essayer d'un peu élever le débat. Ça veut dire que la question sort du champ strictement scientifique. Elle appelle à faire des choix politiques. Et moi qui vénère les questions de collectivité et d'intérêt général, évidemment, ça me séduit ce que vous dites. Mais ça veut dire que si on est aujourd'hui dans des gouvernements qui ont quand même du mal à aller jusqu'à l'obligation vaccinale, on voit qu'ils y arrivent par différents trucs. L'obligation, les passeports vaccinaux, etc. C'est jamais qu'une façon de, quelque part, rendre obligatoire le vaccin. Ils le disent eux-mêmes. Voilà, sans vraiment le dire. Il y en a qui prennent qui vont un peu plus francs sur la question, mais est-ce que quelque part, les gouvernements qui ne vont pas jusqu'à cette idée d'obligation vaccinale sont en train de démissionner par rapport à l'intérêt collectif et l'intérêt général? Oui, en privilégiant une vision individualiste de la société, ou en laissant finalement l'individu choisir au risque que son choix personnel dépasse la question de sa liberté individuelle, puisqu'elle influence la liberté des autres. Oui, c'est le débat qu'on voulait lancer. En fait, quand on s'intéresse aux sociétés non humaines, ce que fait la biologie fréquemment, que ce soit des bactéries, des insectes sociaux, on sait qu'en fait, une société, c'est d'abord une mise en commun de toute une série de moyens, et que pour que les membres de la société aient accès à ces différents moyens, généralement, il y a des systèmes de discrimination qui visent à exclure ce qu'on appelle les parasites ou les passagers clandestins en économie. Donc c'est une théorie qui existe également en économie des sociétés humaines, mais qui est un peu passée sous le silence. On sait qu'à l'heure actuelle, une société, c'est quand même une certaine communauté d'idées, c'est aussi une série de sacrifices dans l'intérêt général. C'est très passé sous silence, en fait, dans les politiques libérales actuelles qui mettent vraiment l'accent sur l'individu, ses choix, le respect de ses libertés. Je pense que c'est très, très important, mais il faut quand même ressouligner que le fait d'appartenir à une société, ça demande aussi un certain niveau de sacrifice. Et surtout, on voulait contextualiser ça par rapport au changement climatique. Là, on est face à quelque chose de bien plus dangereux que le Covid-19, qui va amener ce genre de choix. Et il faut que les sociétés, quelque part, évoluent déjà au niveau législatif et au niveau politique pour être capables de faire ces choix. Des droits, mais aussi des devoirs, évidemment, qui accompagnent. Nadia Guers, on passe à votre question cash. Oui, je voulais aussi revenir sur une déclaration que vous aviez faite dans le passé, peut-être plus récemment, je pense que celle à laquelle Robert faisait allusion. J'ai cru comprendre que vous étiez assez opposé aux mesures de confinement, sauf dans des cas vraiment extrêmes. Enfin, en tout cas, vous estimiez qu'il fallait être relativement prudent par rapport à ça, et vous préconisiez, en tout cas dans une interview, plutôt une exposition au virus pour que les gens développent une immunité naturelle, comme avec la grippe. Alors ça m'avait un peu interpellée parce que je me souviens qu'il y a eu un temps au début de l'épidémie où on a beaucoup parlé de la grippe. Guy Debloc qui avait dit c'est juste une petite grippe. Oui, voilà, grippe, c'est ça. Et puis on avait très peu d'informations. Puis le discours dominant, ça a été arrêtons de comparer le Covid avec la grippe, c'est quand même pas du tout la même chose. Et puis je lis sous votre plume, si je ne me trompe, une comparaison entre Covid-19 et grippe. Et donc voilà, je voulais un petit peu vous entendre sur cette comparaison. Pour la petite histoire, c'est une partie
d'une interview en off qui a été un peu reprise hors contexte. Pas chez nous. Non, mais voilà, donc vous avez du coup l'occasion de clarifier vos propos. J'étais pas très content de ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour pratiquement tous les agents pathogènes, on ne peut pas compter uniquement sur la vaccination. Au sens où, on le voit bien ici pour le Covid, on a des nouveaux variants qui sortent tout le temps. Et donc, ce que je voulais dire fondamentalement, c'est que une fois que les gens sont vaccinés et que la plus grande partie de la population est vaccinée, il faut faire circuler le virus, simplement parce que le virus sert lui-même de booster et permet, avec les variants, d'actualiser la protection de l'individu. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni cet été, si je dis pas de bêtises, d'une certaine manière. Plus ou moins. Mais je dirais, ça ne vaut que si la majorité de la population est vaccinée. Je n'ai jamais dit de faire circuler le virus sur une population naïve et donc de payer le prix de l'immunisation par voie naturelle. C'est une stratégie qui est valable si les populations sont largement protégées et qu'il n'y a pas de risque de saturer les hôpitaux. Alors qu'est-ce qu'on fait alors par rapport aux gens qui sont par exemple immunodéprimés ? Oui, donc ça c'est un gros problème qu'il faut soulever, on en parle je pense pas assez. Suite au progrès de la médecine, on a une population de plus en plus large d'individus qui sont très âgés. Le système immunitaire décline à peu près à partir de 65 ans. On considère qu'à partir de 75-80 ans, il est de moins en moins efficace, de moins en moins réactif à la vaccination et pour lutter contre les infections naturelles. On a également, suite au progrès de la médecine, une population de plus en plus grande d'individus qui sont traités pour des cancers, traités pour des maladies auto-immunes, traités pour des greffes. Tous ces traitements amènent à une immunosuppression. Donc ces individus-là, pour prendre des chiffres, aux États-Unis, je crois qu'il y en a à peu près 7-8 millions. En Belgique, on a à peu près 100 000 personnes qui sont dans ce cas-là. Ces individus-là ne seront vraisemblablement pas bien protégeables par des vaccins. Et il n'y a pas véritablement de solution. On en fait quoi? Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus les... J'ai des collègues qui me disent que ce sont des oiseaux pour le chat. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus les confronter au virus naturellement en se disant qu'ils vont faire leur immunité, puisqu'ils sont immunodéprimés. Je pense qu'il n'y a pas de solution à court terme dans leur cas, malheureusement. Mais on doit entamer d'urgence une réflexion pour ces groupes-là, qui vont continuer à exister et qui même vont croître dans nos sociétés. Donc face aux futures infections, épidémies, pandémies, il faut savoir qu'on a un pool de plus en plus important de ces individus. Alors, il y a leur santé individuelle à eux, évidemment, qui est à prendre en considération. Il y a aussi le fait qu'on montre de plus en plus souvent que des individus immunodéprimés, ce sont des réservoirs aussi à agents pathogènes. Ça permet à des agents pathogènes d'évoluer plus longtemps. On pense par exemple qu'Omicron, ça n'est pas confirmé, mais c'est une hypothèse réaliste, qu'Omicron résulte d'une infection d'un individu immunodéprimé. Ça lui aurait permis d'acquérir toute une série de mutations. On sait avec d'autres agents pathogènes que ces individus peuvent conserver des agents infectieux, même dangereux, très longtemps. Pour Ebola, ça a été documenté, par exemple. Des gens chez qui l'infection reste quasi cryptique, mais qui gardent un agent pathogène dangereux. Donc, c'est urgent, je pense, de développer des stratégies spécifiques en vaccination ou en traitement pour ces individus-là, dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société en tant que telle. Et bien voilà, on a posé pratiquement toutes nos questions liées au Covid-19 en ce début d'année 2022. On va se quitter quelques instants dans cette émission, puis focus sur la situation en Ukraine. L'Ukraine où le risque de conflit est réel, selon le secrétaire général de l'OTAN. Restez bien avec nous, rendez-vous d'ici une poignée de secondes.